informer, on enregistre le webinaire, puisque c'est un webinaire court, et on permettra de retrouver sur nos outils informatiques, le site internet, chaîne YouTube, et on fera certainement un post YouTube avec l'enregistrement qui sera mis à disposition. Donc, on a à peu près 25 personnes, c'est très bien. On avait une quarantaine d'inscrits, donc on va laisser 2 minutes. Par contre, j'ai un écho. Voilà, ça va mieux. Donc, j'accueille autour de la table. Donc, je ferai une petite introduction rapide et après, nous accueillerons donc Laurent Tripier et la société BZIT, donc qui sont qui se présenteront. C'est plus facile et je ne ferai pas d'erreur, mais avec qui on travaille depuis quelques années sur des questions numériques. Donc, à la fois au départ sur des questions aussi sur les réseaux sociaux, et puis plus récemment autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on a organisé depuis 2 ans des cycles de formation sur ce sujet. Et donc, Laurent Tripier intervient notamment dans nos cycles aussi administrateurs pour les formations d'administrateurs de coopératives. Donc ce cycle long qui permet de faire monter en compétence les futurs administrateurs ou administrateurs de coopératives. Donc, c'est un webinaire qu'on a voulu court, en 1 heure, assez pratique et très ancré sur la question agricole, puisque Laurent Tripier intervient déjà dans des coopératives agricoles à la suite de formations ou de contacts. Donc, il pourra aussi illustrer le sujet de l'IA avec vraiment des cas d'usage agricoles. Ce que je vous propose, donc, c'est de laisser rapidement la parole à Laurent. Et ensuite, je reviendrai moi pour ma part sur un petit point sur comment aller plus loin pour permettre d'ancrer ce sujet de l'IA dans vos coopératives, sachant qu'on a à peu près 1 heure et on aura des questions. Alors, ce que je vous propose, vu le nombre, c'est quand même peut-être de mettre des questions si vous en avez dans le chat, et puis Laurent y répondra, donc soit au fur et à mesure, soit à la fin, on verra en fonction. Et puis peut-être un temps d'échange final s'il y aura des questions tout à la fin. Voilà, donc du coup, je vais arrêter mon PowerPoint, en changer et lancer celui de Laurent. Laurent, je te laisse peut-être te présenter du coup dans ce temps-là. Oui, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour démarrer? En tout cas, nous, c'est bon. Merci pour ceux qui réagissent. Je me mets en diaporama. Deuxième petite question, est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Pour nous, c'est bon. Ouais, merci beaucoup à ceux qui réagissent. Merci. Donc, enchanté d'être avec vous. C'est un grand honneur pour moi parce que, comme l'a dit Philippe, on travaille avec la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années et surtout, et en plus de ça, on intervient dans le monde agricole sur lequel il y a des enjeux de souveraineté, d'intelligence artificielle comme vous en vivez au niveau de la souveraineté alimentaire. On va en parler dans quelques minutes. Donc, je me présente assez brièvement. Ça fait quelques années que je suis entrepreneur dans le digital. Donc, mon métier, c'est le digital. Et notre spécificité, ça, on va dire, il y en a 3 qu'il faut retenir, qui donnent aussi un peu une tonalité aux propos qu'on va tenir. Bon, déjà, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est le sujet qu'on va aborder, c'est le sujet du webinaire. Mais aussi une attention et un engagement assez fort pour faire des IA souveraines, c'est-à-dire des IA dont on maîtrise les systèmes, dont on a au maximum de ce qu'on peut une certaine autonomie de données, autonomie d'algorithmique. Donc, et un troisième point sur la frugalité, parce qu'on a la chance de travailler avec la FNOR, donc sur un protocole sur comment rendre les IA frugales. Vous êtes interpellé sur les questions d'agroécologie. L'IA est interpellée aussi sur sa capacité à évoluer vers des systèmes frugaux. Voilà pour la présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va fonctionner en 5 temps. Comme l'a dit Philippe, on va garder un temps important pour l'échange. C'est des questions sur lesquelles, c'est des questions stratégiques et c'est pour ça sûrement que vous êtes ici. Elles sont stratégiques parce qu'elles vont impacter la compétitivité.
sans faire de géopolitique, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avant-hier aux États-Unis. Pourquoi j'en parle? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des investissements massifs. Et quand je dis massif, c'est à la taille des deux personnages qui vont prendre le premier plan. Hein. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir, on ne pourra pas lutter sur les questions de puissance, il va falloir lutter sur les questions d'intelligence et de coopération. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. La bataille de la puissance informatique, elle est perdue. Hein. C'est impossible qu'on se mette là-dessus. Pour autant, on peut quand même mener une bataille de compétitivité qui va reposer sur notre capacité à travailler en collectif et à partager les données. J'y reviendrai beaucoup parce que on le dit souvent, le monde agricole est un puits de données. Pour autant, j'observe parfois quelques difficultés à les partager, ou en tout cas à les rendre opérables. Alors, quelques clés. Vous voyez les chiffres, hein, on n'est pas complètement démunis. Hein, je vais aller vite sur les chiffres, on n'est pas là pour faire de la géopolitique, mais on est quand même en deuxième position. L'Europe est un vivier de talents, l'Europe est un vivier de données. Vous savez que l'Europe intéresse beaucoup le monde entier parce que c'est 400 millions d'utilisateurs. Donc ça veut dire que vous allez être sollicité énormément par des solutions qui ne seront pas souveraines, hein, qui seront en dehors des solutions, en dehors de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a une capacité à agir. Voilà pour les éléments. Alors maintenant, de façon plus concrète. Projetons-nous toujours, je prends les chiffres américains parce qu'on le sait, vous le savez tous, hein, il faut 2 ans pour que les vagues américaines arrivent un peu chez nous. Donc c'est intéressant de voir en fait ce qui se passe au niveau personnel d'une part et ce qui se passe au niveau professionnel. N'oublions pas, je vous donne une petite statistique, hein, on intervient beaucoup au niveau des masters, 100% des jeunes utilisent l'IA. Là c'est plus 98, 90. En tout cas moi les 200 que je suis, 100% l'utilisent. Et ils n'utilisent pas une IA, ils en utilisent 3 ou 5. Donc c'est pour ça que vous avez à gauche la vision de l'utilisation personnelle et vous avez à droite l'utilisation en environnement professionnel. Alors pour gagner du temps, parce que c'est en anglais, je suis désolé, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'utilisation personnelle? Bon, les assistants virtuels, c'est-à-dire que vos publics, internes ou externes, vont avoir l'habitude d'avoir des assistants personnels. La reconnaissance vocale, vos publics vont avoir l'habitude de parler à vos machines. Objets connectés, vos publics, eh ben, ils vont avoir des montres pour la santé, ils vont avoir des montres pour le sport, ils vont avoir des montres pour la beauté. Et enfin, les algorithmes de recommandation, on le sait, on vit tous les multiples recommandations, que ce soit en consultation vidéo, en système, en navigation sur Internet. Ça, c'est les 4 grandes utilisations personnelles. Au niveau pro, bon, il y a l'aspect cybersécurité, attention, donc anti-spam, je généralise anti-spam, cybersécurité. L'IA pose des gros sujets de cybersécurité. J'espère qu'il y a des DSI autour de la table parce que ça rend les hackers encore plus rapides. Les chatbots, c'est un peu le standard. Hein. Si on se projette, toutes les organisations d'une certaine taille auront un chatbot. Alors après, sur quel périmètre on va en parler. La recommandation est aussi un élément pour les professionnels. Les objets connectés, mais ça, le monde agricole, vous êtes précurseur. Vous avez, vous, connecté depuis très longtemps vos travaux, et bravo pour ça. Et la reconnaissance vocale, c'est que vos publics, c'est-à-dire vos clients, vont attendre de vous, vos internes, et vos externes, ils vont attendre de pouvoir parler à vos systèmes plutôt que d'attendre sur une messagerie ou de chercher manuellement. Donc voilà pour les tendances. Bon, là, on est dans la macro-tendance. Hein. Je reviens maintenant, je poursuis par rapport au thème d'aujourd'hui. Je redescends au niveau de la France. Donc vous voyez que les statistiques sont plus là, c'est les statistiques de BPI. Donc BPI, on va beaucoup en parler parce que c'est un partenaire clé pour vous. On a la chance d'avoir un BPI, le Lab, qui est là pour aider les TPE, PME. Donc, ils ont mené une enquête qui est très mars, hein, ça c'est pas non plus, vous voyez, c'est relativement récent. Donc, 15% des dirigeants affirment avoir recours à des solutions. Donc, je vous laisse transposer à vous-même. Est-ce que vous êtes dans les 15 ou dans les 85 et par contre, parmi ces dirigeants-là, la plupart disent on utilise des IA génératives et on va revenir sur des éléments de définition. Ils font de la recherche et de l'analyse de données avec l'IA. On va voir que l'IA révolutionne la façon de faire de l'analyse de données. Et je vais donner quelques exemples. Et de la génération de contenu pour gagner du temps, que ce soit des procédures internes, des fiches de poste, des notices techniques, du plan marketing, etc., etc. Donc ça, c'est les usages en France. Donc statistiques de BPI. Alors, pour qu'on partage un peu le même dans ce webinaire, qu'on partage les mêmes éléments de définition, je vais vous proposer 3 grands types d'IA.
c'est un parti pris. Alors, je ne suis pas le seul à le présenter comme ça, évidemment. Il y a ceux qui vont vous donner d'autres projections. C'est une projection que je vous présente qui est pratico-pratique. Je mets de côté les discours géopolitiques sur l'intelligence artificielle générale qui, d'après moi, ne sont pas très utiles pour le propos d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour nous, on dit, vous avez eu l'habitude, vous, dans le monde agricole, de vivre plusieurs évolutions techniques, de la personne au cheval, du cheval au tracteur, et maintenant au robot. Alors, j'aurais pu écrire IA et robot. Les deux sont très liés, hein, sont très très liés. Vous le savez, vous avez mis la robotique déjà dans pas mal de vos systèmes. Donc, lisez IA et robot. Hein. Donc, on est dans une nouvelle révolution, mais qui est de la taille du tracteur. Hein. On va en parler en termes d'impact. Premier point, l'IA générative. Retenez, c'est quoi l'IA générative? Je parle à une machine. Je lui parle. Alors au début, en tapant du texte, fais-moi une synthèse de mon rapport RSE ou ou autre question, quelles sont les instructions les plus importantes pour faire redémarrer mon automate dans mon silo ou comment je peux calculer mon coût de production. En tout cas, je parle à la machine. Que j'écrive, que je parle vocalement, c'est je parle à la machine en langage naturel. C'est la définition qu'on vous propose de l'IA générative. Deuxièmement, il y a l'IA analytique. L'IA analytique, c'est que je vais demander à l'IA d'analyser les données. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui ai un parti pris en disant bah, dis-moi, tiens, montre-moi le taux de marge, montre-moi les produits les plus vendus, montre-moi les phytos les plus présents, blablabla. Ce n'est pas moi, analyste, qui fait ma demande, c'est l'IA qui va me dire tu devrais regarder ça. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça veut dire qu'on va avoir des angles de vue, on va avoir des angles d'analyse auxquels on ne pense pas. Et c'est là qu'il va y avoir des puits de créativité, de productivité à aller chercher. Dernier point, l'IA prédictive, je vais lui demander de faire des prévisions. Et donc là, je vais lui dire, écoute, en fonction de ce que tu as, de ce que tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois sur tel système, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi. Donc une question de prédiction. Là aussi, vous êtes, vous, dans le secteur agricole, vous avez cette culture, notamment par rapport à l'impact de la météo. Donc, si je résume, c'est le propos qu'on va tenir. On vous dit, nous, on vous propose 3 types d'IA, la générative, l'analytique, la prédictive. Alors, c'est extrêmement important. J'espère que la proposition de définition est éclairante pour vous, parce que c'est extrêmement important de savoir dans quel cas vous allez inscrire vos cas d'usage. Parce que l'investissement n'est pas le même, la technicité n'est pas la même, la fiabilité n'est pas la même. Et le risque n'est pas le même. Donc, quand vous allez penser cas d'usage, essayez de vous raccrocher, de vous raccorder à cette proposition. Sachant que volontairement, j'ai dit ou, mais la vérité, c'est souvent et. Il y a souvent on colle souvent du génératif par-dessus du prédictif ou du génératif par-dessus de l'analytique. Quand on n'a pas besoin de parler à la machine, on va mettre que de l'analytique ou que du prédictif. Retenez qu'on va coller des couches génératives quand on va vouloir parler à la machine, parler au sens général, soit par langage écrit, soit par langage visuel, ou au contraire, même en mettant une image. Parce qu'on peut demander à la machine d'interpréter une photo, une vidéo. En tout cas, c'est la notion de langage naturel. Voilà sur les aspects de définition. Alors, une fois qu'on a dit ça, on vous a dit qu'on allait vous présenter 5 cas d'usage. On en a mis plus. Je vais essayer d'aller vite et faire attention au temps parce que, encore une fois, on ait le temps de l'échange, ce qui est le plus important, il me semble. Donc, je vais aller crescendo dans les cas d'usage. Alors, j'imagine que vous avez entendu beaucoup parler de cas, notamment, et je crois qu'il y en a autour de la table, les traitements d'images en robotique, comme le robot chien de Maïsadour, le traitement des plantes ou des pulvérisateurs ou des drones intelligents. Donc là, alors si on était en salle physique, comme on le fait beaucoup avec la coopération nouvelle agricole, je vous poserai la question, est-ce que c'est du génératif, de l'analytique ou du prédictif? Parce que évidemment, il faut que ça soit un peu un lien avec ce qu'on a dit précédemment. Donc on est évidemment sur des usages assez techniques de l'IA et des usages voire presque qu'on qualifierait d'industriels. Donc on va être sur des systèmes beaucoup plus dits prédictifs, en tout cas des systèmes qui nécessitent des calculs fiables, explicables. Parce qu'on va revenir sur la beauté du génératif, je peux parler aux machines, mais on va revenir aussi sur le danger de la fiabilité, en tout cas de l'explicabilité. Après, il y a tous les processus administratifs. On va donner des exemples sur lesquels on travaille. Et là, il y a une vraie révolution. Hein. C'est aujourd'hui, posez-vous la question de où est-ce que vous devez aller améliorer la productivité. On ne peut plus passer du temps à traiter des dossiers.
très longtemps, ou sinon on sera en perte de compétitivité par rapport au monde qui bouge. Donc le traitement des dossiers, des demandes, les procédures, la recherche d'informations va devoir vivre la révolution du passage à l'IA. On ne peut plus passer du temps à chercher. Parce que le monde de la concurrence, lui, va se transformer. Les processus industriels, là j'ai un exemple à vous donner, notamment nous on travaille beaucoup sur la logistique, sur plusieurs dossiers. Donc la logistique, le gros intérêt d'une application la logistique, c'est que tout de suite il y a des rendements qui peuvent être extrêmement intéressants, économiques, mais aussi en impact carbone, parce qu'on sait qu'un kilomètre parcouru génère une empreinte carbone. Donc là, c'est extrêmement vertueux, et économique et transition écologique. Les questions de maintenance prédictive sont souvent abordées sur les dossiers auxquels on travaille. Enfin, et là je suis un peu dans les généralités, je vais rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas, et la performance des associés. Alors, j'ai été assez étonné quand je suis rentré dans le monde agricole de voir qu'on m'a beaucoup demandé de travailler sur les coûts de production. Je pensais que c'était des choses beaucoup plus maîtrisées. C'est évidemment pas un reproche, c'est une observation. Donc, on travaille beaucoup sur la question des coûts de production avec des angles de vue assez différents, soit un angle de vue financier ou un angle de vue technique, et on va y revenir dessus. Alors, concrètement, ça, c'est des dossiers sur lesquels on travaille. Donc là, c'est plus on pourrait, là, c'est la réalité. Donc, c'est des dossiers sur lesquels on est en production. Exemple, calculer des coûts de production. Vous allez me dire, ouais, mais l'IA fait quoi là-dedans? L'IA, elle dit qu'on calcule des productions sans rien ressaisir. Parce que l'agriculteur ne veut pas ressaisir, le collaborateur perd du temps à ressaisir. Donc là, c'est une approche assez comptable dans cette expérience-là. Où est l'IA? C'est qu'on importe deux documents, donc un solde intermédiaire de gestion, un assolement, et l'IA calcule. Et le collaborateur a juste à contrôler ce qui est produit. Donc c'est en ça que l'IA arrive. Et vous voyez l'aspect révolutionnaire. Alors, ça, c'est l'aspect un peu waouh, c'est juste un carré, on met un si j'ai un assolement, ça calcule. Vous imaginez bien que ça se règle avant que ça marche parfaitement. Mais pour autant, c'est ça le résultat. Et après, le gros avantage, c'est que je peux lui parler à mon coût de production. Elle est là, la révolution. La révolution, c'est qu'une fois que l'IA l'a calculé, comme c'est mis dans une IA, je peux lui demander, il est bon, il n'est pas bon, il est comment par rapport aux autres, qu'est-ce que je dois améliorer. Et c'est plus que l'automatisation du calcul, qui est en soi déjà une performance, mais qui est plus une question d'automation. La vraie révolution, c'est que je lui parle à mon système. Et encore une fois, par la voix, par le texte, par l'image, l'entrée du dialogue, on l'a choisi. Autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, la recherche de subventions. Là aussi, les plateformes qui contiennent des subventions, il y en a moult. Des capacités de subventions, il y en a moult. Sauf que quand on cherche à la mano, tout le monde s'épuise. Donc là, l'idée, beaucoup. L'idée, c'est de dire, je dis qui je suis, où je suis, mon projet, et hop, montre-moi le top 5 des subventions. Je n'ai pas besoin de voir parce que si vous faites, je vais renvoyer vers une plateforme sur laquelle on s'est connecté en toute transparence. Si vous allez sur la nouvelle plateforme d'Infogreffe que vient de lancer Infogreffe qui s'appelle Mappy, donc vous l'avez l'API, mais par contre, quand vous posez une question, il va vous en sortir 250 des subventions. Donc là, le sujet sur lequel on travaille, c'est vous montrer le top 5. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous demandez quelle musique je vais écouter. Si on vous en propose 250, c'est pas très utile. Ou si on vous propose un plan de sport pour perdre 10 kilos, si on vous dit je vous propose 250 plans de sport, ça ne va pas beaucoup vous aider. Vous voulez de la précision et aller à l'essentiel. C'est ça la performance de cette application sur laquelle on travaille. Troisièmement, le recrutement et la sélection. Alors là, c'est dans une entreprise qui a une vision assez particulière. Elle ne veut pas perdre de temps à écouter des gens qui ne sont pas cœur de candidats. Donc le recrutement. Là où l'IA elle est, c'est dans la séquence automation, sélection et délivrer à celui qui recrute que les candidats qui correspondent à un niveau attendu et dans l'intérêt du candidat et dans l'intérêt du recruteur. Je continue. Bon, là, je fais un peu de publicité, pas directement, mais on travaille sur l'événement Végétalis qui a lieu dans 15 jours à Pau. Et donc là, on est dans une application marketing. Donc, je vous invite évidemment à aller à cet événement qui traite de l'innovation végétale. On y sera présent. Si vous pouviez y être, on pourrait s'y voir du coup. Ce qui serait bien mieux que de se parler via, une continuité, on va dire, pas bien même une continuité. Bon, là, la particularité de cette application, c'est de dire, on crée un espace
dans lequel l'organisateur va mettre ses données pour décrire la particularité de l'événement, dans lequel l'exposant, la marque, donc certains d'entre vous d'ailleurs, je crois, sont exposants, vont mettre leurs données, et l'IA ne va parler que des données qui ont été mises dans la plateforme. C'est ça la performance. Vous le savez, pour ceux qui pratiquent un peu l'IA générative, hein, si je reviens sur les 3 IA dont on a parlé tout à l'heure, génératif, analytique, prédictif, le gros souci des IA génératives, c'est le fait qu'elles hallucinent. Hallucinent, ça veut dire qu'elles parlent, elles répondent avec des informations qui ne correspondent pas à ce que l'on veut. Elles vont chercher sur le web. Donc là, la particularité de ça, c'est que vous pouvez envisager, vous, les acteurs du monde agricole, créer des espaces où vous garantissez que ce qui est dit par l'IA correspond à ce que vous voulez. Vous êtes des opérateurs agricoles français, vous n'avez pas la même vision qu'un Texan. Je fais exprès de caricaturer dans les positions, mais et donc c'est extrêmement important que votre IA réponde en fonction de votre identité de marque. C'est ça la particularité de cette solution. Donc c'est ni plus ni moins qu'un portail, hein, comme vous avez l'habitude, mais vous notez à gauche ma marque Végétalis. Voilà, donc vous montez des documents. C'est simple, hein, c'est in fine, hein, vous montez des documents et la conversation qui s'opère entre vous et la marque ne traite que des données que vous avez montées. Ça, c'est extrêmement important parce que vous allez devoir créer des chatbots, on l'a vu, hein, si on se projette, des assistants. Pour autant, vous n'avez pas envie qu'ils racontent des histoires qui ne correspondent pas à l'identité de votre positionnement. Alors, un cas d'usage beaucoup plus technique, sur lequel on est en travaux. Donc, je vous dis pas, ça y est, ça marche, tout est génial, mais en tout cas, il est bien calibré comme ça et on avance plutôt bien. C'est un cas d'usage sur lequel le retour sur investissement est extrêmement important, hein, parce que c'est un cas d'usage dans l'optimisation logistique. Alors, il y en a 2 cas d'usage. Il y en a un dans la tournée vers les silos et il y en a un autre dans les entrepôts. Celui-là, il est dans l'entrepôt logistique. Donc, on est sur 2 fois 2000 m², on a des produits qui rentrent et on a des produits qui sortent. Et on doit réduire les délais de livraison de 20%. Et on doit diminuer les coûts logistiques de 10%. Vous notez, et c'est d'ailleurs un des propos qu'on va débattre tout à l'heure concernant, en tout cas nous, les retours d'expérience qu'on a sur les projets qu'on mène, qu'on rentre dans le cas d'application par l'objectif. Et ça, c'est fait extrêmement attention. C'est génial l'IA, ça permet de révolutionner beaucoup de process, mais si on ne rentre pas par l'objectif, il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent faute de gains nets. On peut y passer des milliers d'heures et au bout d'un an, se gratter la tête en se disant « Ok, c'est sympa, mais in fine, ça nous a rapporté combien ?» Donc, la recommandation, c'est de rentrer par l'objectif. Donc là, c'est un cas d'usage qui traite 2 objectifs, la réduction des délais de livraison d'une part et la diminution des coûts logistiques. Bon, techniquement, comment ça marche ça ? Il y a une entrée à gauche. On aime bien simplifier les mécanismes en disant qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, hein, parce que c'est quand même un outil. Et donc, ça reçoit des entrées, ça doit produire des sorties. En entrée, cette IA logistique, elle est connectée à 2 grands types d'entrées. Le RP, alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le logiciel de gestion, pour faire assez simple, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est connecté, cette IA est directement connectée aux commandes clients et aux commandes fournisseurs. Et cette IA est directement connectée au WMS, le WMS étant le logiciel de gestion d'entrepôt, donc en anglais Warehouse Management System. Donc, c'est-à-dire qu'il récupère les réceptions qui sont en train d'être faites, il récupère les préparations qui sont en train d'être faites, et il a une connaissance précise de l'emplacement physique. Donc, on sait qu'à un moment donné, surtout dans les entrepôts, il faut quand même savoir où sont situées les choses, même si on est en emplacement dynamique. Et donc, ça rentre dans l'IA. Et comme l'IA, elle a un objectif, elle en a 2 là en l'occurrence, réduire 20% les délais de livraison, diminuer de 10%, on mobilise 2 choses. On va mobiliser, si je reviens, c'est les segmentations de tout à l'heure, on va lui demander de faire de l'analyse, alors entre guillemets, valeur bizarre. Hein. On va demander à l'IA, voilà les objectifs qu'on a, qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas et sur lesquels il faut qu'on s'intéresse. Et là, vous voyez, c'est vraiment une révolution de façon de faire de l'analyse de données. Ce n'est pas moi l'expert qui dit je vais regarder comme ça, comme ça. On dit à l'IA, tu regardes ce que tu veux, sauf que voilà les objectifs qu'on a. Bon, je simplifie évidemment dans le propos, mais in fine, c'est quand même comme ça que ça marche. Et deuxièmement, on lui demande de faire des prévisions de réception et d'expédition. Alors, dans cette entreprise-là, c'est des flux très tendus. Hein. Il faut être capable de livrer à J+1
Donc, ça arrive idéalement, ça arrive le matin, ça part l'après-midi, idéalement. Bon, dans les faits, parfois, ça peut durer plus longtemps, évidemment, jusqu'à une semaine. Mais donc, c'est ce qui est demandé à l'IA. Donc, prévision de réception, prévision d'expédition dans un flux d'optimisation logistique. Vous pouvez, donc ça c'est un cas très pratique que je vous exprime, hein, c'est 2 entrepôts, 2 fois 2000 m², une entreprise qui fait 80 millions d'euros, elle a un ERP, un WMS, des données rentrent, mais ce qu'il faut retenir, c'est on rentre par les objectifs, c'est ça qui guide le projet, et on produit des sorties en ayant validé que les sorties correspondent à ce que le métier demande. C'est le métier qui a demandé ça. C'est le métier qui a dit, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce que je dois préparer cet après-midi. C'est le métier qui a dit, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va arriver demain matin. Et donc, c'est ce qui a été mis en avant. Ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas le projet informatique qui a défini. Mais ça, je pense que vous savez bien que c'est tout l'art des projets réussis, c'est ce duo métier-DSI qu'il faut organiser. Alors, vous voyez, ça se concrétise. Donc, j'ai essayé d'être raccord avec les 3 grands types hein, pour être assez simple à comprendre. Hein. Donc, où est-ce qu'il y a du... Donc, c'est un cas assez élaboré. Hein, c'est un cas très technique, hein, je ne vous cache pas. Parce que, in fine, ce que souhaite le client, c'est parler. Dans l'entrepôt, ils sont sur des Fenwick. Hein. Si on parle concrètement, ils ont un casque. On parle à l'IA. Combien de camions arrivent demain hein. Donc, c'est ça qui est attendu. L'écran mural, lui, il doit permettre de regarder les données. Donc, s'il n'y a rien de bizarre, il y a des choix qui ont été validés de représentation. Si des valeurs bizarres arrivent, il faut les mettre en avant via l'IA analytique. Donc là, il y a une notion de surveillance qui s'exécute au quotidien. Et en IA prédictive, c'est l'estimation des flux avec des projections sur ce dossier en nombre de camions, nombre de tonnes, nombre de mètres cubes. Donc, on est pour situer pour que vous ayez des aspects de volumétrie, hein, pour vous rendre compte, c'est pas non plus, on ne parle pas de l'entrepôt logistique d'Auchan, mais on est sur un flux d'à peu près 10 camions jour. 5 le matin, 5 l'après-midi, pour à peu près donner des ordres de grandeur sur chacun des entrepôts. Voilà sur le dossier optimisation logistique. Alors, maintenant, des dossiers sur lesquels, là, nous, on n'a pas travaillé directement, mais on était un peu proche. Vous avez entendu parler de cette initiative qu'a eu la Ferme Digitale sur le salon de l'agriculture 2024 en février, hein, c'est il y a moins d'1 an, sur lequel il y avait un hackathon IA. J'en reparle parce que le hackathon va de renouveau avoir lieu en février. Donc nous, on avait monté une équipe hein, sur la question des coûts de production dans les grandes cultures. Et on a je vous invite vraiment à voir si vous pouvez monter une équipe, hein, parce que c'est quand même excellent de pouvoir aller faire un hackathon, parce que ça va être 2-3 jours et vous allez être au cœur de ce qui se fait. Et notamment, ce qui était très bien l'an dernier, vous voyez, il y a Mistral décrit. On a des briques technologiques françaises qui sont de niveau international. Donc là, je me permets en toute sympathie hein, d'interpeller un peu les DSI présents. Aller vers Copilot, c'est pas une obligation. Hein. Il y a des solutions alternatives. Hein. Le tout Google, le tout Microsoft, ce n'est pas non plus la seule solution. Il y a des alternatives. C'est vrai que les alternatives sont plus techniques parce qu'il n'y a pas d'alternative du tout en un. Malheureusement, il n'y a pas un opérateur français qui est capable de vous faire à l'échelle industrielle, du visuel, du vocal, du texte, de l'image, de la vidéo. Moi, je n'en connais pas. S'il y en a qui le connaissent, ça m'intéresse. Moi, je ne le connais pas. Par contre, je connais des opérateurs français en capacité de faire du texte, du visuel. Chacun peut faire une, parfois 2 modalités. On appelle ça une modalité. Parler à la machine, c'est une modalité vocale. Taper du texte à la machine, c'est une modalité textuelle. Envoyer une image ou une vidéo, c'est une modalité textuelle. Donc, il n'y a pas d'opérateurs français multimodaux sur toutes les modalités. Il y a des opérateurs français sur certaines des modalités. Donc là, ce qui est intéressant pour finir sur cet aspect sur lequel j'en reparle, parce que nous, on va évidemment remonter une équipe sur février. Au-delà de ça, c'est de voir si vous pouvez envoyer des gens de chez vous, parce que vous allez faire des pas de géant sur une expérience comme ça. Et peut-être y a-t-il quelque chose à monter avec la coopération agricole, je laisserai Philippe en parler.
enfin, ou réagir en tout cas. Donc là, l'objet, c'était les risques personnalisés en élevage. Hein, c'était de faire un affichage géolocalisé des risques animaux dans une zone. Hein. Donc, vous voyez, c'est très varié les cas dont on parle ce matin. Hein. Donc, l'IA est bien à tous les niveaux des métiers. La question qui va se poser à vous, c'est où est-ce que vous allez mettre la priorité. Donc là, l'entrée, vous voyez, j'aime bien moi raisonner encore une fois, basiquement, qu'est-ce qu'on met en entrée, qu'est-ce qu'il y a en sortie. En entrée, on met une adresse. En sortie, on affiche une géolocalisation sur les risques animaux dans une zone. Alors, ce cas, c'est une start-up française hein, qui est certains d'entre vous doivent connaître, hein, qui vous voyez, on est en capacité. Donc là, il y a une caméra. La caméra regarde l'ensemble des bovins présents dans l'angle de la caméra et est capable de faire un certain nombre d'analyses, d'identification, d'analyses pour après orienter que ce soit des traitements pour le bien-être animal d'une part, en tout cas veiller à la qualité du bien-être animal, et d'autre part pour des questions de nutrition. Donc là, c'est complètement révolutionnaire hein, à terme. Hein. C'est bon. Vous voyez que l'image, l'interface est assez aboutie. Hein. Il y a même un aspect desktop et un aspect mobile. Hein. Donc c'est un produit extrêmement abouti. Vous imaginez l'ère vers lequel on va. C'est l'ère vers lequel on va. C'est-à-dire que quand on parle de bien-être animal, là, il y a une réalité technique pour arriver justement à montrer toutes les bonnes pratiques mises en place par l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans un système qu'on appelle de la vision, hein, vision par ordinateur, avec des calculs de traitement derrière. Et il y a encore de l'IA dite analytique, vous voyez qu'il y a du dashboard, il y a du tableau de bord, etc. Alors, comment réussir donc voilà, on en a vu un certain nombre, il y en a moult encore, hein, des initiatives. Si j'imagine que même autour de la table, il y en a plein d'entre vous qui ont entendu ou qui ont participé. Ça serait extrêmement intéressant d'ailleurs d'avoir des partages de retours d'expérience. Là-dessus, comment choisir et réussir son projet IA. Donc, nous, on va vous partager ce qu'on apprend depuis maintenant 2 ans que ça s'accélère. Premièrement, même si l'IA est un outil, et c'est vrai que c'est un outil, c'est surtout pas de raisonner outil. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. J'imagine que beaucoup le savent, mais je pense que c'est important de le redire. Parce qu'on fait un IA pour un cas d'usage. On a un objectif. Il faut se préoccuper d'intégrer l'IA pour autant, parce que si ce n'est pas encore fait, ça veut dire qu'il y a une vague technologique qui n'a pas été intégrée dans les raisonnements, dans les façons de penser l'avenir. Mais une fois qu'on a compris qu'il faut intégrer l'IA, parce que vous ne pouvez pas passer à côté de l'IA, l'IA elle est partout, elle est dans tous les domaines, elle est dans la santé, elle est dans l'art, elle est partout. Mais une fois qu'on a compris ça, il faut raisonner en cas d'usage. Alors, vous l'avez vu, deuxième recommandation, qui me paraît extrêmement importante et qui n'est pas toujours simple. Hein. Enfin, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais on met parfois du temps à fixer l'objectif de valeur. On met parfois du temps. On le fait toujours, à un moment donné, on va le fixer, mais parfois il y a débat. Et tant mieux quand il y a débat d'ailleurs. C'est quel objectif de valeur sur le cas d'usage? Si je mets quelque part l'IA, comment je vais mesurer la valeur créée? Parce que l'IA va avoir un coût. L'IA va avoir un coût. Alors un coût, même si vous l'utilisez au début sur des solutions gratuites, elle va avoir un coût. Parce que vous ne pourrez pas rester en solution gratuite à l'échelle. Vous allez pouvoir démarrer des prototypes sur des solutions gratuites, vous allez pouvoir expérimenter sur des solutions gratuites, mais quand vous allez passer à l'échelle, vous allez devoir mettre en place des solutions industrielles. Et donc, il va y avoir des coûts. Donc, comment je vais m'assurer que le rapport coût bénéfice-coût est supérieur à 1. Donc le bénéfice doit être supérieur au coût, mais là dans le monde agricole, vous êtes très pragmatique. Donc je pense que je n'ai pas beaucoup besoin d'insister sur le fait que ça doit être supérieur à 1. Mais par contre, il faut bien que ça soit entré dans le cas d'usage. Voilà ce que j'ai, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais répondre aux questions. J'ai un petit peu d'avance, j'ai 7 minutes parce que je devais finir à 45. Ce qui veut dire que ça nous laisse du temps pour échanger si vous voulez et faire des éclairages particuliers. J'ai fini pour ma part, Philippe. Merci Laurent. L'idée n'était pas de faire un cours évidemment en 3 quarts d'heure ce matin sur l'IA, était plutôt de montrer comment dans une coopérative agricole, avec nos enjeux, et comme l'a dit Laurent, en passant par le
principe des cas d'usage plus que des outils, on pouvait s'engager sur la question de l'implantation ou de l'intelligence artificielle et de cette potentialité dans nos processus. Donc, on a vu plusieurs processus, l'achat d'outils externes, mais aussi l'évolution des process internes. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions autour du chat pour permettre d'éclairer certains points ou vous voulez des précisions. Juste la question du hackathon. Effectivement, donc Laurent a travaillé l'année dernière avec un président de COP d'ailleurs, qui est aujourd'hui en Charente, où ils ont mené un projet. Donc ça peut être intéressant. Alors moi je ne serai pas dedans parce que je suis ni dans une COP ni spécialiste de l'IA, mais voilà, s'il y a effectivement des coopératives qui ont envie de s'engager de façon un peu forte, c'est toujours intéressant ces moments de hackathon parce que ça concentre sur quelques jours. Alors, tu auras peut-être les modalités, Laurent, un peu de fonctionnement. Ça peut être intéressant, mais ça permet vraiment de dédier une équipe sur une task force assez rapide, mais assez forte pour s'y mettre et un peu développer des projets dans une émulation nationale, en fait. Je ne sais pas comment ça, Laurent, tu as peut-être quelques précisions sur le fonctionnement? Alors, je vais en effet décrire le fonctionnement de l'édition 2024. Les modalités de l'édition 2025 sûrement seront assez proches de l'édition 2024, donc avec la réserve des aménagements que pourrait mettre en place l'organisateur. En 2024, ce qui était extrêmement bien fait, c'est qu'il y avait déjà deux façons de participer. Il y avait ceux qui pouvaient se déplacer sur le salon physiquement, il y avait un lieu donc physique, sur le parti SIA Pro. Vous savez que maintenant, dans le salon de l'agriculture, il y a une partie professionnelle. Donc, il y avait les équipes qui pouvaient se déplacer sur le salon, le SIA Pro, comme c'est mentionné dans l'écran, là, vous le voyez apparaître. Et donc là, l'avantage, c'est qu'il y avait un coaching qui était réalisé par des experts techniques. Donc, il fallait, les équipes étaient allées entre, il y avait bien à chaque fois quand même 5, 6, 7 personnes dans chaque équipe. En veillant bien à avoir quelqu'un du métier, un des experts, 2-3 experts et évidemment des ingénieurs techniciens qui sont capables de refaire de la production. Et puis, il y avait des équipes à distance. On pouvait aussi participer à distance. En montant, pareil, une équipe, et il fallait montrer un peu la diversité des personnes présentes dans l'équipe. Donc, deux façons de participer, présentiel ou à distance. Un démarrage assez tonitruant parce que c'était en fait via, je crois, le compte AgriTweetos, il me semble de mémoire. Ils avaient questionné le monde agricole, donc l'agriculteur, sur c'est quoi vos difficultés aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre quotidien. Et il y avait donc une vingtaine de capsules vidéo de 1 à 3 minutes dans lesquelles chaque agriculteur expliquait moi, mon problème, c'est ça, mon problème, c'est ça, etc. Et donc, chaque équipe devait choisir parmi les problèmes prononcés par les agriculteurs. Donc, ça avait ce côté, je trouve, très, très, très intéressant d'être lié à la réalité du terrain. Les agriculteurs s'expriment sur leur quotidien, leurs difficultés, et les équipes choisissent leur cas d'application. Ça dure ensuite, après, on est dans le format traditionnel du hackathon. Là, en l'occurrence, on était sur un format de 48 heures. Donc, 48 heures, une fois qu'on a choisi son cas, donc on devait choisir son cas, soumettre son cas pour approbation, et après, on devait réaliser le cas pendant 48 heures. Et remettre donc le lendemain à 17 heures donc la production de son cas. Là, en l'occurrence, vous en avez un qui était donc cet affichage localisé des risques animaux. Une contrainte technique plutôt vertueuse, je trouve, c'était d'utiliser pour la couche générative, vous vous rappelez, il y a générative, il y a analytique, il y a prédictive, pour la couche de dialogue, texte, c'est texte, parce qu'à cette époque-là, Mistral n'intégrait pas le vocal, d'utiliser la solution française Mistral AI. Donc ça, c'était la contrainte, il fallait donc utiliser la solution Mistral sur un environnement de production, c'est-à-dire sur un environnement d'exécution, on va dire, lui aussi français, qui s'appelle Hugging Face. Donc ça, c'était, je trouve vraiment, c'était chouette d'arriver en disant aux équipes techniques, voilà, vous prenez une IA française Mistral, vous prenez un environnement de mise en test qui s'appelle Hugging Face. Voilà sur les modalités. Alors, Laurent, on a deux questions dans le chat, en fait, qui se rejoignent, en fait, autour des outils. Donc, l'écosystème logiciel, première question, on est l'écosystème des éditeurs de logiciels agro-agri.
dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces solutions? Alors, la question, elle est large, hein, et je comprends qu'elle soit posée, posée avec cet angle de vue. Donc, où en est l'écosystème agri dans l'intégration de l'IA? Il y a, je vais à voix haute, je vais essayer de le segmenter parce qu'il n'est pas avancé du même niveau suivant le segment. Sur le segment de l'industrie, le côté le plus industriel, vous en avez certains qui sont très avancés, certains qui n'ont pas démarré. Donc ce n'est pas homogène. Déjà, ce qu'on peut retenir de la réponse, c'est que, en tout cas, en termes de mise sur le marché, ce n'est pas homogène. Par contre, je ne rencontre plus une personne de l'écosystème agri qui n'a pas commencé à réfléchir. Ça, c'est sûr. Je ne rencontre plus personne qui me dit non, non, moi, l'IA, c'est pas mon sujet. Maintenant, sur le volet industriel, vous avez des sujets qui commencent à être très matures. Vous avez entendu parler des robots de traite, notamment. Vous avez un opérateur, Lely, qui fait des choses assez remarquables. Vous avez celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans l'indus, il y en a qui sont, ça y est, c'est dispo. Et puis, vous avez ceux qui commencent. Ensuite, on va aborder les sujets des ERP. Sur les ERP, certains d'entre vous, je crois, utilisent des grands leaders hein, comme SAP. Sur SAP, les briques existent, hein, il y a des solutions. Bon, maintenant, on le sait, vous le savez, quand on veut mettre en place une brique SAP, c'est entre le moment où on le décide et le moment où on le fait, il se passe un peu de temps, mais pour autant, chez SAP, ça y est, hein, vous avez les briques pour déployer des modules d'IA. Pour ceux qui sont dans les environnements Cégide, c'est à décider de mettre en place l'IA. Les projets sont lancés. Moi, je suis assez proche de cet écosystème-là parce que c'était mon ancien métier d'une part et certains de mes clients sont proches d'eux. C'est un sujet sur lequel le Cégide est extrêmement mobilisé et sur lequel les solutions vont arriver. Donc là, je parle au niveau des WMS, des ERP, pardon. Si je parle maintenant de tout ce qui est logistique, un peu spécialisé comme les WMS, ce genre d'outils, là, pareil, je n'ai pas encore vu de solution directement industrielle, mais tous les projets sont lancés. Je ne connais pas un éditeur de WMS qui me dit, ou de flux logistique, qui me dit non, 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 moi, l'IA, c'est pas maintenant. Et après, au bout du bout, vous allez avoir tout ce qui va être compta, paye, où là, vous en avez certains qui ont des solutions sur étagère et d'autres qui sont en projet. Donc, on retient quoi de ce que je dis? Enfin, de la réponse que j'essaie de proposer à la question, ça va dépendre d'où on est. Est-ce qu'on est dans le logiciel industriel, le RP, etc., la compta, la paye? Certains, c'est déjà sur étagère, d'autres, c'est en réflexion. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant dans cette question, c'est parlez-en avec votre écosystème d'édition avant de lancer les projets. C'est ça que je trouve intéressant dans cette question. Et c'est souvent ce qu'on dit à nos clients. C'est le premier travail, c'est d'identifier les cas d'usage. Ça vous appartient, entre guillemets, d'organiser ça, organiser un protocole qui va embarquer les métiers le plus possible pour identifier les cas d'usage prioritaires qui vont créer de la valeur très vite. Une fois que ces cas d'usage y sont identifiés, se rapprocher de vos grands partenaires pour savoir où ils en sont. Parce que si vous y pensez, il est quasi sûr qu'eux sont déjà engagés là-dessus. En tout cas, moi, je n'en vois pas qu'ils ne soient pas engagés. Ils ne sont pas tous en solution opérationnelle, mais ils sont engagés. Et ce que j'ai vu, ce qui est vertueux de se rapprocher d'eux, c'est que, notamment sur le projet logistique que je vous ai montré, une fois que nous, on avait identifié le cas d'usage proprement, on avait bien défini les objectifs, les flux, modélisé ce qu'on veut, on a été accueillis les bras grands ouverts parce que l'éditeur, il avait une spec qui était, c'était pour lui très, très, très facilitant et très aidant d'avoir une spec de son client. Voilà la réponse, Philippe, à la question. J'espère qu'elle répond. Okay. En fait, et dans la même veine, en fait, alors là, on est moins sur les outils industriels ou les ERP, enfin, ou les outils professionnels, mais sur justement les outils d'IA eux-mêmes en disant est-ce que les alternatives françaises, auditeurs américains, Microsoft et Google, dont Mistral, existent et où est-ce qu'ils en sont? Alors, concernant la modalité texte-to-texte, les solutions comme Mistral sont extrêmement performantes. Parce que quand vous allez, vous êtes dans un usage professionnel.
Vous ne cherchez pas une IA qui est un coup capable de vous faire une dissertation philosophique ou écrire un poème ou faire une fiche de poste. Ce n'est pas ça votre usage. La clé, donc si sur les modalités texte-to-texte, Mistral, c'est large, ça fonctionne très, très bien. D'autant plus que Mistral, si vous prenez la solution open source pour donner un peu d'éléments de langage à tout le monde, open source, c'est un logiciel dont on a accès au code. C'est-à-dire on peut le récupérer. Et, donc, il n'y a pas de rapport d'édition. Je ne paie pas un éditeur. C'est-à-dire que Mistral fait son logiciel et le met à disposition gratuitement à une communauté. Les raisons, elles existent, je ne veux pas les développer ici, hein, mais vous inquiétez, s'il le fait, il y a bien des raisons. Sur les modalités, c'est-à-dire j'écris du texte, j'ai une réponse par texte, la solution Mistral est extrêmement efficace parce que vous allez nécessairement l'installer sur un cas d'usage particulier. Vous n'allez pas faire un texte-to-texte qui répond à tous les sujets, et industriels, et marketing, et communication, et CSRD, et RSE, etc., etc. Vous allez raisonner en cas d'usage. Vous vous rappelez ce qu'on a dit. Valeur, cas d'usage, valeur. Donc, vous allez définir un cas d'usage, vous allez identifier une valeur associée. Donc, vous allez pouvoir définir un périmètre sur lequel vous allez définir les données que vous allez mettre dedans. Vous vous rappelez qu'on a bien insisté sur le fait qu'il y a une entrée et une sortie. Et donc, vous allez vous rendre compte que la grosse vertu des IA comme Mistral, les IA françaises, que vous allez prendre et que vous allez installer chez vous, c'est que vous allez pouvoir maîtriser les données que vous allez mettre dedans. Vous allez maîtriser les données que vous allez mettre dedans. Parce qu'attention, sur les IA américaines, vous ne maîtrisez pas les données qu'il y a dedans. Et vous allez être surpris, c'est qu'il y a des fois, il va proposer des réponses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez dire à votre utilisateur. Et de poser des questions un peu clivantes à ChatGPT sur des questions de bien-être animal, sur des questions de... Vous allez voir ce qui va se passer dans la conversation. Et donc, vous allez avoir besoin de définir. Et donc là, concrètement, c'est opérant. Vous prenez un Mistral, donc je finis la réponse en disant, vous définissez un cas d'usage. Pas une IA qui fait tout, un cas d'usage, un périmètre. Encore une fois, RH, fiche de poste, instruction technique, un périmètre. Vous définissez un objectif, ça doit me permettre de répondre plus vite, ça doit être plus précis, ça doit vérifier que la personne a compris, ça doit générer un quiz de contrôle de connaissances. Est-ce que vous définissez une valeur? Et à ce moment-là, vous prenez une solution comme Mistral, vous l'installez, si vous pouvez, dans vos infras chez vous, ou vous l'installez, infra technologique chez vous, ou vous l'installez sur des infrastructures de type Mistral, Hugging Face, pardon, ou vous allez chez Mistral. Voilà la réponse. Laurent, est-ce qu'il y a d'autres outils Mistral, d'autres outils que Mistral d'origine France, par exemple? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a sur... alors, si vous avez un gros projet, vous imaginez que demain, vous êtes un acteur important. Quand je dis important, c'est plus de 100 personnes, parce qu'après, il y a une question d'échelle aussi. Hein. Quand on est une organisation de 20 personnes, on ne peut pas se permettre la même chose que si on organise une organisation de 1500 personnes. Mais si vous êtes une organisation d'une certaine taille, vous avez d'autres solutions, c'est de partir sur d'autres solutions que Mistral. Alors, vous avez Dust comme opérateur français, DUST, très connu. Dust, c'est pour faire ce qu'on appelle des bases de connaissances métiers. Il va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'il est un peu plug and play, Dust. Donc, DUST, retenez Dust. Ça marche plutôt bien pour si vous voulez faire, par exemple, l'IA RH ou l'IA de la gestion technique, de la gestion de la documentation technique, qui est un sujet sur lequel on nous a demandé de réfléchir. Monter une IA sur quelle instruction technique mettre en œuvre quand j'ai un contrôle, quand je suis contrôlé sur un lieu physique. Donc, je suis sur un lieu, je vais être contrôlé en termes de sécurité. Voilà, c'est quoi l'instruction que je dois utiliser? Je prends une IA pour ça. Avec Dust, vous allez aller assez vite parce que vous allez pouvoir prendre toute votre notice de sécurité de tous vos équipements, de tous vos sites, vous allez le monter dans Dust, vous allez faire les phases d'entraînement, et quand quelqu'un sera devant une machine et qu'il a un contrôle, il va pouvoir se dire, voilà, je suis sur le site truc, j'ai telle machine, machin, quelle instruction je dois utiliser? Dust, DUST. Après, ce qu'on peut faire, moi, ce que je trouve intéressant... Laurent, par contre, il y a encore une autre question. Donc, vu l'heure, j'aurais juste aller au bout. Il y a une autre question sur...
on entend beaucoup parler des taux importants d'échecs de projets d'IA ou qui ne vont pas jusqu'au bout. Et selon toi ou selon vous, quels sont les principaux éléments bloquants? Tu en as déjà cité un qui est la problématique qui est à bien définir, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ce sera la dernière question pour finir parce que je reprendrai la main en 2 minutes et pour éventuellement finir avec une dernière question après ma présentation. Oui, alors en effet, c'est bien de poser ça, je vais aller vite. Bon, on en a parlé, raisonner cas d'usage, raisonner objectif, ça c'est extrêmement important. Après, je n'ai pas beaucoup détaillé la logique de projet. Ce qui est important, ça va être de travailler par itération. Fixez pas un projet trop gros. Fixer un projet relativement petit, délivrer, créer des groupes transversaux, métiers techniques, transversaux. Ça aussi, c'est un gros problème qu'on a rencontré d'échecs. C'est on part qu'avec les métiers et on n'a pas le SI, les DSI avec nous, et donc on ne peut pas passer à l'échelle du coup, où on a des problèmes d'accès aux données. Donc attention, transversaux, organiser des travaux transversaux, pour ça que le hackathon est bien. Donc objectif, cas d'usage, valeur, équipe transverse et itération. Et logique de hackathon interne, de sensibilisation et aussi la formation. Former, sensibiliser, former, sensibiliser. Il faut vraiment que vos publics, vos internes comprennent tout ce que ça peut faire très bien et tout ce que ça fait très mal. L'IA, il y a des choses, elle le fait très mal. Et il y a des choses, elle le fait très bien. Il faut que vos publics comprennent ça. Voilà, si je peux résumer. Je vais finir juste par une présentation qui était de dire comment en fait juste aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui envisageable pour les coopératives. Alors, je ne sais pas si tu... Hop, arrêtez la présentation. Hop, je repartage. En fait, donc nous, on travaille un peu avec Laurent. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a plusieurs sujets. La formation. Donc, bon, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps avec Laurent et vous avez certainement des choses. Donc, il y a des formations inter sur la sensibilisation. Il y en a une il n'y a pas longtemps, en octobre, sur la valorisation des data agricoles. Mais il y a aussi des formations intra qui sont envisagées ou déjà réalisées, soit pour implanter avec un module mixte présentiel et distanciel qui permet sur quelques heures d'avancer quand même un peu plus que sur une simple formation inter ou intra d'une journée, mais qui perd vraiment un peu dans la durée. Ça, encore une fois, c'est Laurent qui pilote, ou alors des formations sur mesure qui permet de faire monter en compétences progressivement en fait certaines catégories de personnes. Donc un module de sensibilisation, un module d'approfondissement, un module d'expertise. Comme ça, on peut faire monter les salariés à différents niveaux en fonction des compétences attendues pour chacun. Et l'autre sujet qu'on a vu Laurent, qu'il a expliqué, c'est comment on l'implante réellement et opérationnellement. C'est là où ça passe beaucoup par des cas d'usage. Donc, c'est d'abord auditer les processus internes pour bien identifier là où on pourrait le faire, qualifier ensuite les cas d'usage. Et ensuite accompagner la coopérative pour les déployer de façon itérative. C'est ce que vient d'expliquer Laurent rapidement. Et puis, ce que vous retrouverez dans le flyer et vous l'aurez dans la formation, enfin dans le mail qu'on va vous envoyer et des choses. Il y a des outils financiers, alors qui ne sont pas très bien définis, mais qui peuvent exister. Il y a des outils régionaux. La région peut éventuellement vous accompagner au titre de l'innovation sur ces dossiers-là. À voir, alors il y aura le contact, c'est Laura Graal qui peut vous répondre. Il y a aussi BPI France qui est en mesure de vous accompagner sur des dossiers comme ça. Et puis, à mon avis, sur des projets très structurants dans le milieu agricole, comme France 2030, qui vont plutôt aller sur des sujets agricoles, sur de transition agroécologique, de pilotage, de pratiques culturelles, etc. On peut peut-être travailler des outils de type France 2030, de type appel à projets territoriaux, etc. Voilà. Donc ça sera résumé sur le flyer que vous aurez en ligne et qu'on va vous envoyer tout à l'heure. Je vous mettrai aussi, il y a BPI qui vient de lancer un petit guide là, comment déployer l'intelligence artificielle, qui vous retrouvez en fait, il n'y a pas de sujet de ce qu'a présenté Laurent Trippier tout à l'heure, mais bon, ça sera un petit guide interne que vous pouvez aussi aller piocher, mais qui reprend en fait vraiment ce que a évoqué Laurent. Voilà, en conclusion, en fait,
ce que je pense, c'est pas est-ce qu'il faut aller ou pas sur l'IA. L'IA, elle est déjà et Laurent l'a montré, elle est déjà dans votre environnement professionnel. Alors, soit par des outils qu'on achète, hein, on parlait tout à l'heure des robots chiens de chez Maïsado, par exemple, mais beaucoup d'autres choses, ou les drones. Mais aussi, après, comment on peut l'implanter. Donc, après, quand vous allez acheter un outil sur mesure, un ERP SAP, ils l'ont déjà mis, mais après, comment vous pouvez aller plus loin en l'implantant en tant que tel. Voilà, je pense que c'est là où il faut vraiment se poser la question, parce que c'est là où vous avez la main, c'est là où vous pouvez vraiment appliquer l'IA à vos besoins, à vos cas d'usage. Et c'est pour ça qu'on voulait un peu poursuivre la sensibilisation qui a été faite avec Laurent et avec vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Nous, on va vous envoyer de toute façon les éléments. Moi, je reste à votre disposition si besoin. Laurent, évidemment, vous aurez ses coordonnées et est aussi à votre disposition. Et il n'y a pas de problème pour qu'on continue à vous accompagner ou à répondre à vos questions si besoin. Laurent, peut-être un dernier mot? Oui, un dernier mot. J'ai été extrêmement agréablement surpris sur les dossiers du monde agricole qu'on a démarré de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez énormément de données. J'enfonce des portes ouvertes, mais on va le redire. Pas de data, pas d'IA. Or, vous avez de la data. Donc, ça, c'est quand même fantastique, parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne les ont pas. Et deuxièmement, on est sur un dossier, bon là je vais être discret sur l'entité qui le porte, hein, ce n'est pas à moi de faire cette promotion, mais j'ai été assez étonné de voir que quand on a besoin de puissance de calcul massive, on arrive à trouver des solutions pour le tester où l'État soutient. Je redis clairement, quand on a besoin de faire des dossiers très techniques, il faut de la puissance de calcul. C'est coûteux. Eh ben, l'État est là. En tout cas, sur le dossier où on est, l'État nous écoute et on travaille avec eux. Donc, en fait, il n'y a pas de barrière. Voilà. Il y a, par contre, la question des choix. Et pour ça, c'est sûr que ce qui vous est proposé, c'est quand même une fine assez standard, mais il y a quand même des règles de base. Il faut former. Former, sensibiliser, former, sensibiliser, former, sensibiliser, former. Ne serait-ce aussi que pour rassurer. Parce que l'impact sur l'emploi, il n'est pas neutre. On a beaucoup parlé technologie, il y a quand même un effet collatéral qui est l'impact sur l'emploi, et donc il faut s'en préoccuper. Et dans les démarches d'IA responsable sur lesquelles on travaille, on s'en préoccupe. Donc la formation va permettre d'anticiper aussi l'impact métier, et les outils d'accompagnement vont se dérouler, et il y a les outils de financement, et vous avez avec la coopération agricole. En tout cas, moi de mon côté, je suis assez épaté, je dirais, par tous les dispositifs que vous propose la coopération agricole pour avancer. Voilà en synthèse. Merci beaucoup. Donc de toute façon, on vous envoie le compte-rendu de ce webinaire, les documents et les guides dont on vous a parlé, et on reste évidemment à votre disposition avec Laurent ou moi-même, à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité ce matin et n'hésitez pas à aller plus loin avec l'IA. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.